Bonjour et bienvenue sur Charging Station pour un nouveau premier trajet, mes tout premiers kilomètres. Une quarantaine aujourd'hui, 45 précisément, au volant des voitures que j'essaie ensuite pendant une semaine pour vous proposer à la fin de la semaine le grand essai électrisant avec tous les détails techniques et puis mes impressions après une semaine au volant. Celle qui se trouve derrière moi n'est pas vraiment une nouveauté, c'est un modèle qui est sorti dans sa version actuelle en 2021, restylé aujourd'hui en 2026. À cette occasion, des modifications esthétiques, des modifications techniques, des améliorations techniques également. On détaillera tout ça dans le grand essai à la fin de cette semaine. Là, ce sont mes toutes premières impressions et pour une fois, ce n'est pas un SUV, c'est une berline et même un break 100% électrique. Voilà une proposition qui n'est pas si courante sur le marché actuel. Donc si vous détestez les SUV, que vous adorez les berlines et qu'un break vous tente vraiment, eh bien cette proposition qui se trouve derrière moi pourrait bien vous intéresser. Il s'agit de la Peugeot 308 i308 en version SW, c'est le break. Premier trajet avec Coyote. À vos côtés sur la route pour votre premier trajet et tous les autres. Concernant le look, eh bien c'est principalement à l'avant que se situent les modifications, notamment au niveau des phares, au niveau de la signature lumineuse également. On a une signature lumineuse avec trois traits, trois griffes verticales ici dans les phares. On a également une signature lumineuse qui se poursuit, alors non pas sous la forme d'un bandeau LED, ce qu'on retrouve habituellement aujourd'hui, mais bien sous la forme de mini-griffes d'un phare à l'autre, voilà qui est plutôt sympathique. Je trouve ce restylage particulièrement réussi, ça lui donne un côté félin supplémentaire qui n'est pas désagréable. On va aller faire un petit tour à l'arrière. On est ici en présence d'une finition sport et à l'arrière, vous le voyez, c'est vraiment très bas comme voiture. J'ai pas l'habitude avec tous les SUV qu'on nous sert maintenant sur un plateau. Le porte-à-faux arrière est assez important. On le voit notamment ici. Ça aussi, on n'a pas l'habitude. On a l'habitude aujourd'hui d'avoir des voitures avec les roues aux quatre coins, histoire de maximiser l'espace intérieur sur les voitures, en tout cas, qui sont construites sur des plateformes qui n'accueillent que de l'électrique, ce qui n'est pas le cas ici, évidemment. Donc peu de modifications à l'arrière. On va donc aller faire un petit tour dans le coffre et voir ce qui s'y passe. L'ouverture du coffre, elle est électrique, mais c'est loin d'être de série sur toutes les versions et finitions. Je vous en reparlerai dans le grand essai à la fin de la semaine. Alors bien sûr, il y a de la place. On est au-delà de 500 litres sur cette version break SW. On a un cache-bagages ici, voilà, qu'on peut renvoyer très sympathiquement comme ceci. Voilà. Ensuite, à droite, on a la petite commande pour la partie de droite de la banquette arrière, pour rabattre la partie de droite de la banquette arrière. On a ici également une prise 12 volts et ici une petite lumière. À gauche, ici, la commande pour rabattre la partie de gauche de la banquette arrière. On a également un petit crochet pour les courses, les sacs de course, c'est pratique, histoire d'éviter que tout se renverse dans le coffre. Et ici, une petite alcôve avec un petit filet de retenue. Sous le plancher du coffre qui est affleurant par rapport au seuil de chargement, eh bien, on a quelques espaces de rangement supplémentaires. On peut soulever également cette partie, voilà, quelques espaces de rangement supplémentaires. C'est compartimenté, histoire de pouvoir également caser quelques affaires, comme c'est le cas ici, avec les éléments de sécurité par exemple, histoire que tout ça ne se promène pas dans le coffre. À l'arrière, est-ce qu'il y a de la place? Alors c'est généralement le point faible des voitures qui sont construites sur des plateformes qui accueillent des motorisations thermiques également, qui ne sont pas dédiées à l'électrique. Je vais tenter de m'installer derrière le siège avant que j'ai déjà réglé pour mon mètre 90, mon mètre 90. Eh bien, très honnêtement, je m'attendais à pire. Alors, j'ai pas une place incroyable, je ne suis pas confortablement installé, mais avec le siège avant réglé pour mon mètre 90, eh bien, je constate qu'ici à l'arrière, grâce au fait que le dossier soit creusé, eh bien, je peux caser les jambes. J'ai possibilité également de mettre les pieds sous le siège avant, même s'il est réglé plutôt bas, forcément. Donc là, voilà, surprise plutôt bonne, même si pas de surprise, je ne suis pas confortablement installé comme je pourrais l'être dans une voiture qui est construite sur une plateforme qui n'accueillerait que de l'électrique et qui maximiserait donc l'espace à l'intérieur et notamment ici à l'arrière. On constate ici la présence des ouïes de ventilation. Plus bas, il y a des prises USB. Je détaillerai tout ça dans le grand essai. Là, on va aller faire un petit tour du côté de l'avant et je vais vous faire découvrir le tableau de bord de cette voiture. Et je dois vous le dire, j'ai été plutôt agréablement surpris en ouvrant la portière de cette voiture et en m'installant au volant. Oui, très honnêtement, en m'installant au volant de cette voiture, j'imaginais une débauche de piano black, notamment entre les sièges sur la console centrale. Et regardez, il n'y en a pas. Il y a ce petit effet
ce petit effet alu. Alors, bien sûr, c'est du plastique, hein, mais voilà, ce petit effet alu qui remplace avantageusement le piano black. On a ici ce petit volet avec les porte-gobelets. C'est du noir mat. Voilà, je trouve ça nettement plus valorisant, plus agréable à l'œil. Ici, je retrouve avec plaisir les high toggles, c'est-à-dire ces touches personnalisables que j'avais appréciées, je pense, dans le 3008, si je me souviens bien. Et puis en dessous, il y a de vraies touches également, notamment ici, pour accéder au raccourci des systèmes avancés d'aide à la conduite, les ADAS, histoire de couper facilement tout ce qui est bip de survitesse ou encore alerte d'attention du conducteur. Voilà qui est bien vu également. On a toujours des petites animations, hein, vous le voyez. Et puis ce tableau de bord en 3D, je ne sais pas si vous voyez bien la 3D comme ça, mais qui se regarde bien sûr par-dessus le volant, hein, spécificité de chez Peugeot. On aime ou on n'aime pas, je pense que au final on s'y fait, même si j'ai toujours un petit peu quand même l'impression d'avoir le volant dans les jambes. Ici, vous le voyez, finition GT. Franchement, je suis assez convaincu par cet intérieur, hein. Ici, c'est moussé. Franchement, ça donne bien. C'est plutôt valorisant en fait, et l'impression, elle est vraiment bonne. Alors, il y a peut-être encore un peu trop de piano black dans cette zone, ok, mais globalement, je trouve ça assez réussi. Alors, est-ce que je vais être aussi convaincu par la conduite de cette voiture? J'ai remis les totaliseurs partiels à 0, 45 km donc vers ma première destination. J'installe les petites caméras et on démarre. Voilà, j'installe mon téléphone ici, 45 km, 45 minutes pour atteindre ma première destination au volant de cette Peugeot i308 SW. J'ai réglé correctement le siège, le volant, les rétroviseurs. Je vois donc l'écran instrument par-dessus le volant. Les sièges d'ailleurs qui sont très très beaux, au-delà d'offrir un très très bon maintien, ils sont vraiment très jolis, un mélange de matière comme ça qui donne vraiment pas mal. Et puisqu'on est sur une version GT, on a également des surpiqûres jaune-vert qui sont sympathiques également parce qu'elles n'en font pas trop. C'est toujours le risque, hein, sur des versions plus sportives d'avoir quelque chose d'un petit peu trop clinquant. Ce n'est pas le cas ici, heureusement. Alors, ce fameux sélecteur de sens de marche qu'on retrouve à peu près dans toutes les voitures du groupe Stellantis, on va l'amener sur D. D'abord, on va démarrer, c'est mieux. Voilà. La voiture est prête, on l'emmène sur D. Je constate qu'il n'y a pas de mode B, par exemple, donc pas de possibilité de gérer par là la récupération d'énergie, mais il y a des palettes derrière le volant. On va voir à quoi ça va correspondre quand on sera sur la route. Ah ben voilà, je peux déjà vous le dire, on a du D, 1, 2, 3 petits triangles. Voilà, donc a priori, on a 1, 2, 3 positions pour la récupération d'énergie. Et si je maintiens tirer une des palettes, non, rien ne se passe, l'autre non plus. Et si je maintiens les deux, non plus. Donc a priori, 3 positions. On va d'emblée opter pour le réglage le plus puissant en termes de récupération d'énergie. Tous les compteurs sont à 0. Ça se règle ici sur le bout du commodo. On a itinéraire 1 et itinéraire 2. Tout est à 0. Consommation instantanée disponible également. Eh bien, je vous propose d'y aller. Voilà, premier tour de roue à bord de cette Peugeot i308. On va voir ce que ça donne. Vous qui n'aimez pas les SUV, vous êtes allergique aux SUV, vous n'en pouvez plus de tous ces SUV. On va prendre le rond-point ici correctement pour sortir. On a un bon petit retour de volant. Donc, je le disais, vous êtes allergique aux SUV, vous voulez une berline, un break. Eh bien, ici, on a une belle proposition de Peugeot. J'espère pouvoir être toujours de cet avis au terme de la semaine. Alors, petit gloussement discret. Ça, c'est déjà un bon point. Ça veut dire qu'on n'a pas des bip, bip, bip un petit peu irritants. Non, on a un petit clou-clou qui vous indique que vous roulez un petit peu trop vite. J'étais à 52 au lieu de 50. Et donc, pour rappeler les réglages, hein, on l'a vu tout à l'heure, j'appuie sur la petite voiture et là directement j'ai les raccourcis des aides à la conduite. Je vais supprimer alerte de dépassement de vitesse. Dans un premier temps, je supprime uniquement celle-là et je rappelle grâce au high toggles facilement le système Apple CarPlay. Donc ça, c'est vraiment sympa. Ça, c'est l'avantage de ce volant quand même, hein. Je sais que certains n'apprécient pas et je suis pas fan non plus de devoir regarder l'écran instrument par-dessus le volant. Mais le fait d'avoir un petit volant, c'est quand même très agréable. Alors, premier ralentisseur, sans problème. C'est très très silencieux, à basse vitesse et sur un revêtement qui est
parfait, c'est très silencieux. Et on est chez Peugeot, donc a priori, en termes de comportement, ça doit être très efficace là aussi. C'est des voitures qu'on aime conduire, hein, les Peugeot, c'est des voitures avec lesquelles on se fait plaisir. Alors, il n'y a personne derrière, je vais en avoir le cœur net. Est-ce qu'on peut se passer de la pédale de frein dans la plupart des situations? Eh bien, on va s'en rendre compte là tout de suite. Donc ça ralentit vraiment très très fort quand on est en récupération maximale, donc sur le niveau 3. Et là, je suis à 8 km/h. Et la voiture ne descend pas plus bas, donc si je veux obtenir l'arrêt complet, je dois mettre le pied sur le frein. On n'a pas donc de vraie conduite à une pédale qui va jusqu'à l'arrêt complet sur cette voiture. On va le regretter, certains en tout cas vont le regretter, et j'en fais partie. Mais on a quand même, sur le niveau de ralentissement supérieur, un bon ralentissement qui va permettre, dans la plupart des situations, de se passer de la pédale de frein, tant qu'on ne doit pas s'arrêter, et ça c'est à signaler également, et ça c'est très positif. Par contre, ce réglage maximal, 3e cran, en termes de récupération d'énergie, reste-t-il en mémoire d'un trajet à l'autre? Mystère. Ça, je vous le dirai dans le grand essai, ce serait pas mal, évidemment. Et on sent d'emblée, au niveau des aspérités de la route, etc., que on est sur une voiture à conduire. On est sur une Peugeot, une voiture à conduire. On n'est pas sur la voiture qui a l'effet le plus salon, qui a les suspensions les plus molles. Bien au contraire, il y a pas mal la voiture renvoie pas mal d'informations dans le volant, etc. Donc, si vous aimez les voitures à conduire, si vous n'aimez pas spécialement les bonbons sur roues, hein, voyez, les trucs tout mous, c'est clairement quelque chose qui va vous intéresser. À basse vitesse, en tout cas, les bruits sont parfaitement filtrés. Pas de bruit aérodynamique, évidemment, parce qu'on est à basse vitesse. Bruit de roulement très bien maîtrisé également. Et même les bruits extérieurs sont particulièrement filtrés. Donc, c'est vraiment bien. On verra ce qu'il en est à plus haute vitesse dans les prochaines minutes. Les petits enchaînements de virages, c'est quand même sympa avec cette voiture. Et là, vous voyez, je suis en montée. Du coup, j'ai pas dû freiner pour obtenir l'arrêt complet. Et elle recule d'ailleurs. Voilà, c'est amusant. Et je constate d'emblée que j'ai tendance à poser le genou ici sur le côté de la console centrale. Et que ce côté de la console centrale, il est un petit peu matelassé. Et donc c'est agréable, j'ai pas le genou qui bute contre une surface dure. Alors cette voiture, elle propose moins de 160 chevaux. Ça peut sembler extrêmement peu. En tout cas, dans la production actuelle, vu qu'en électrique, on a toujours tendance à proposer des puissances qui sont assez élevées. Même parfois pour des petits SUV urbains, hein. On a le X30 chez Volvo par exemple de plus de 400 chevaux en 4 roues motrices. Est-ce vraiment utile au quotidien ? Pas vraiment. Ici, on est en dessous de 160 chevaux, un petit peu en dessous de 160 chevaux. Est-ce que c'est suffisant? J'ai tendance à dire oui, largement. Pour autant que vous n'ayez pas une conduite sportive à chaque instant, que vous ne veniez pas d'une Tesla Model 3 Performance, a priori, ça devrait vous aller parfaitement. Et notamment, si vous venez d'un véhicule équivalent en diesel, vous allez trouver que cette voiture est une fusée parce qu'on a le couple de l'électrique. Mais voilà, c'est un petit peu à vous de voir en fonction de vos habitudes, de ce à quoi vous êtes habitué, de ce que vous recherchez également en termes de conduite. Mais ici, je pense qu'il y en a largement suffisamment de la puissance. J'entends un petit bruit à l'arrière, c'est un peu désagréable, comme si la tablette à l'arrière vibrait. Elle est en position ouverte, donc c'est peut-être ça en fait. J'aurais peut-être dû la fermer. Ou alors c'est autre chose, je ne sais pas, mais j'ai plutôt l'impression que c'est la tablette à l'arrière. Voilà, on monte sur la voie rapide, 2 fois 2 bandes, limitée à 120 km/h. Là, on va pouvoir tester les aides à la conduite. Et concernant l'autonomie de cette voiture, eh bien, elle a bondi par rapport à la version avant restylage d'une trentaine de kilomètres, ce qui est toujours bon à prendre. On est un peu au-dessus de 400 km, ce qui va être suffisant, largement suffisant. Alors, tout dépend de vos habitudes, évidemment, mais pour la grande majorité des automobilistes, ça va être largement suffisant pour le quotidien. Le seul petit bémol avec cette voiture, ça va être la capacité de recharge, la puissance acceptée sur le courant continu, qui est pas gigantesque, c'est 100 kW. Et donc, on sera au-delà d'une demi-heure pour le 20-80%, donc même pas le 10-80%. Ça, c'est un petit peu dommage, mais si vous rechargez quasi exclusivement sur le courant alternatif, c'est-à-dire sur un connecteur de type 2, la recharge du quotidien, bon ben là, ce sera de la recharge en temps masqué, hein, ça veut dire que vous allez recharger pendant que vous faites autre chose, donc vous n'allez pas attendre que ça recharge, donc peu importe combien de temps ça va durer. Par contre, si vous faites beaucoup de grands trajets, là peut-être qu'effectivement, c'est pas la voiture qui vous convient.
Alors, je suis sur la voie rapide, limitée à 120 km/h. Je vais maintenant, et j'ai le choix, limiteur de vitesse ou conduite assistée. Je vais activer la conduite assistée. OK, me dit-elle. Je lui réponds OK. Voilà. Je peux ajuster également la vitesse très facilement. Veillez à rester dans la voie. Donc ça veut dire que j'ai pas le centrage sur la voie de circulation. Je vais donc appuyer une nouvelle fois dessus. Et là, je suis en drive assist. Et donc là, j'ai le centrage sur la voie de circulation. A-t-on un volant capacitif ou à tout le moins a-t-on un volant qui est non capacitif mais bien réglé? Autrement dit, est-ce qu'elle va me rappeler à l'ordre constamment alors que j'ai les mains sur le volant? Donc gardez les mains sur le volant, je dépose les doigts sur le volant et pas de volant capacitif a priori, vous l'entendez, elle n'est pas contente. Je vais donc poser les mains sur le volant et on va voir si elle me rappelle encore à l'ordre ou bien si elle capte quand même que j'ai les mains sur le volant à défaut d'être en présence ici d'un volant capacitif. Au niveau du bruit, alors c'est forcément plus bruyant qu'à basse vitesse, mais ça reste quand même bien maîtrisé. Je trouve pas que cette voiture soit particulièrement bruyante. Vous voyez, une voiture qui me dépasse, je l'entends à peine quand elle me dépasse. Donc, voilà, on est sur un revêtement en plus qui n'est pas un parfait billard, on est sur un revêtement un peu granuleux, et donc ça produit un bruit qui est raisonnable, hein, je dirais. C'est pas on n'est pas dans une Mercedes classe S non plus, bien sûr. C'est pas ce qu'on lui demande, mais on peut pas dire qu'on soit non plus sur une voiture bruyante. Tiens, quelques infos à propos des prochaines semaines. Il va se passer pas mal de choses sur Charging Station dans les prochaines semaines. J'aurai l'occasion de prendre le volant du concept Peugeot Polygone. Voilà, ce sera dans les prochains jours avec ce fameux volant carré. On en reparlera évidemment sur Charging Station. Dans les voitures que vous attendez avec impatience, il y a la BMW iX3. Ça, ce sera la semaine prochaine, donc ça arrive très très vite. Et puis normalement, cette semaine, c'était la Hyundai Ioniq 6 revisitée. Mais malheureusement, la voiture que je devais essayer a eu un petit accident et donc ils doivent la réparer et ce sera donc reprogrammé sans doute dans les prochaines semaines à venir sur Charging Station. D'autres essais électrisants, l'essai de la Kia EV2 également, le petit SUV EV2, ça arrive également très très vite sur Charging Station. Chez Mercedes également deux nouveautés, Mercedes GLC et Mercedes GLB. Là aussi j'en prendrai le volant pendant une semaine et vous saurez tout. Donc pour ne rien rater, bien sûr, n'hésitez pas, abonnez-vous à Charging Station et n'oubliez pas d'activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. Je le dis régulièrement, vous n'allez pas être bombardé de notifications. Il y en a 2 par semaine, à chaque fois le premier trajet et le grand essai. Et évidemment, la prochaine, eh bien, ce sera pour le grand essai de cette Peugeot 308 i308 SW. Vous voyez, c'est dans ces moments-là, dans les embouteillages, qu'on rêverait d'avoir cette conduite à une pédale qui va jusqu'à l'arrêt complet. Parce que c'est précisément dans ces situations que, là, en l'occurrence, la voiture est en train de ramper, hein, comme on dit, comme c'est le cas sur une voiture thermique à boîte automatique. La voiture va ramper à basse vitesse, aux alentours de 7-8 km/h. Et donc, à chaque fois, il faut mettre le pied sur le frein pour l'arrêter. Alors que si on avait une vraie conduite à une pédale qui va jusqu'à l'arrêt complet, le simple fait de lever complètement le pied de l'accélérateur, la voiture s'arrête. On remarque que depuis le début, je n'ai coupé que les bips de survitesse. Pour le reste, je n'ai touché à rien, et notamment l'alerte d'attention du conducteur. C'est ça aussi sur pas mal de voitures qui pose problème parce que c'est mal calibré. Ici, pas de problème, je l'ai laissé tel quel, et l'assistant au maintien dans la voie également, je l'ai laissé activer, et là aussi pas de problème à signaler, donc c'est très très bien. On va aller refaire un petit tour du côté de la consommation. On est à 28 km parcourus maintenant et on est à 16,7 kWh au 100, alors qu'on a emprunté une voie rapide. Donc la voiture a eu tendance certainement à surconsommer un peu au début, puisqu'elle devait se mettre à température, remettre l'habitacle à température, etc. Et puis la consommation a visiblement diminué, parce que là donc 16,7 après 28 km, c'est vraiment pas mal. Un truc qui est très chouette également, moi qui aime zapper entre 2 stations de radio, c'est présent dans cette voiture. C'était le cas également dans les DS que j'ai essayé au début de l'année. Sur le petit menu ici, vous appuyez et les 2 radios que j'ai dans mes favoris, eh bien je peux facilement passer de l'une à l'autre. Ça, c'est vraiment génial. C'est tout con,
Mais en termes d'ergonomie, c'est vraiment chouette parce que si j'avais dû passer de l'une à l'autre dans les raccourcis sur une voiture qui n'est pas équipée de ce système, j'aurais dû aller dans médias, etc., favoris, etc., etc. Là, je laisse tout comme ça, je garde les mains sur le volant, j'appuie sur le petit bouton, je choisis la radio qui m'intéresse et je valide avec une pression. Franchement, ça fait partie des petites choses en termes d'ergonomie qui au quotidien facilitent la vie. Ça, c'est vraiment sympa. Par contre, j'ai rien trouvé de plus évident pour supprimer du coup les bips de survitesse que d'appuyer sur la petite voiture et d'appuyer ici. Bon, c'est pas la mer à boire, mais on aurait pu faire plus simple avec un raccourci sur le volant. Et ça, je pense pas que ça existe. Si vous avez connaissance d'un raccourci, n'hésitez pas à me le dire là aussi dans les commentaires. Et puis, si Peugeot avait la bonne idée de placer un raccourci sur le volant pour ça, ce serait vraiment bien. Genre par exemple, en maintenant le moins enfoncé, par exemple. Voilà, pourrait être sympa. Et là, j'ai démarré tout à l'heure avec 99%, 99% au niveau de la batterie. On est maintenant à 89%. Donc j'ai consommé 10% de la batterie en 37 km, ce qui voudrait dire, alors ça veut pas dire grand chose, mais c'est un calcul comme ça, 38 km maintenant, 38 km, 10%, on pourrait donc faire 380 km dans mes conditions là de ce premier trajet, avec je dirais moitié voie rapide, moitié voie plus lente, nationale ou milieu urbain. C'est franchement très très bien en fait, hein. C'est franchement très très bien. Sachant qu'on est un peu au-dessus de 400 sur la valeur WLTP, ça veut dire qu'on n'est pas si éloigné finalement de la valeur WLTP. En termes de ressenti, allez, je dirais que c'est quand même un poil trop ferme pour moi, pour mon quotidien. C'est agréable comme ça sur un trajet, parce que c'est une voiture qu'on aime conduire, donc c'est très chouette, mais pour le quotidien, je pense que je voudrais quand même quelque chose d'un petit peu plus prévenant, mais j'imagine qu'on est sur des jantes plutôt grandes, donc des pneus pas très épais sur cette finition GT, donc j'imagine qu'avec des pneus un peu plus épais, ce sera forcément un petit peu plus agréable. Il y a sans doute moyen de trouver un compromis. Sinon, on peut dire que c'est une voiture qui a de la personnalité en tout cas, et ça c'est très bien. Allez, on est sur les 3 derniers kilomètres, 3 km et 600 mètres précisément, avant d'atteindre ma première destination et de clôturer ce premier trajet. Merci de l'avoir effectué à mes côtés. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. En ce qui me concerne, je dirais qu'il y a pas mal de points positifs au niveau de cette voiture. Alors, si vous cherchez un SUV, bien sûr, passez votre chemin. Si par contre, vous en avez marre des SUV et que vous voulez une berline, un break en l'occurrence ici 100% électrique, le choix il n'est pas si énorme que ça sur le marché et donc cette voiture constitue assurément une belle proposition au niveau du restylage. Alors, chacun se fera son petit avis sur on n'aime pas, mais je trouve que la voiture elle a plutôt été joliment redessinée avec beaucoup de subtilité, notamment au niveau de l'avant, hein, c'est très très fin, c'est très félin, encore plus qu'auparavant, avec cet éclairage qui a été affiné notamment, c'est vraiment bien l'éclairage de jour. Bref, tout ça est assez convaincant. Concernant la place à l'arrière, on est sur une voiture qui est sur une plateforme qui accueille aussi du thermique. Donc on n'a pas la possibilité de maximiser l'espace intérieur. Donc on a effectivement un petit peu moins de place à l'arrière que sur d'autres voitures proposées uniquement sur des plateformes 100% électriques. À voir si c'est un problème pour vous ou pas. En tout cas, en termes de position de conduite, bien sûr, on a ce volant qui doit se positionner un peu plus bas en raison de la présence de l'écran instrument par-dessus le volant. Mais une fois qu'on a pris l'habitude, on est dans une position quand même de cockpit ici dans cette Peugeot. On a des sièges qui maintiennent très très bien. Les aides à la conduite fonctionnent bien. La puissance disponible est suffisante. L'isolation acoustique est très très bien. Bruit de roulement, bruit aérodynamique. Et l'intérieur présente bien également. Et donc les deux défauts que je vois jusque-là, qui sont pas des défauts rédhibitoires, bien loin de là, c'est la place à l'arrière qui, alors ça pour certains ce sera peut-être rédhibitoire, mais si vous n'avez pas forcément besoin de beaucoup de place à l'arrière, il n'y en a pas beaucoup effectivement dans cette voiture. Et puis en tout cas si vous êtes grand à l'avant et ou à l'arrière. Et puis on a également une conduite à une pédale qui n'est pas une vraie conduite à une pédale puisqu'on ne va pas jusqu'à l'arrêt complet. Ça aussi, bon, c'est pas rédhibitoire parce qu'on a quand même une très bonne récupération d'énergie. Et donc dans la plupart des situations, je dirais que on ne devra pas toucher au frein. Et donc au final, c'est pas si grave. Voilà ce que je peux dire pour l'instant. Ça veut dire très très peu de points négatifs à ce stade sur ce premier trajet. On verra ce qu'il en sera dans le grand essai que je vous inviterai à suivre dans quelques jours. Grand essai de cette Peugeot i308
SW. Si vous voulez ne rien manquer, n'oubliez pas donc de vous abonner et surtout activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y aura aussi pas mal de chouettes petites choses dans les prochaines semaines sur Charging Station. Voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager également, ça aide à faire grandir la chaîne et ça fait évidemment bien plaisir. Je vous souhaite une belle semaine sous le soleil ici, ça fait plaisir également et à bientôt.